êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, Donald Trump a fini par écraser tous ses rivaux. Question, ce sera donc lui, le candidat républicain pour la présidentielle. Peut-il mettre de l'eau dans son vin et rassembler son camp ? En face, dans l'autre camp, que va faire Hillary Clinton, favorite des primaires démocrates, serrée à gauche pour capter l'électorat de Bernie Sanders ou serrée à droite pour occuper le centre ? Fils d'immigrés d'origine modeste et musulman, Sadiq Khan est le nouveau maire de Londres. Est-ce la preuve que le modèle britannique d'intégration fonctionne ? Sa victoire redonne des couleurs à son camp. Les travaillistes ont passé une rude journée jeudi, même si pas aussi rude que pronostiqué. Quels enseignements en tirer avant le référendum sur le Brexit ? Dimanche, dans exactement un an, la France connaîtra le nom de son président pour le prochain quinquennat. Quelle chance pour que François Hollande rempile. Le président le plus impopulaire de la Ve République peut-il être réélu ? C'est dans un contexte social tendu qu'est lancée l'opération de reconquête. Ça va mieux, a déclaré récemment François Hollande. Et si c'était vrai ? Et puis nous serons en direct de Montréal où le chef du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, a démissionné. Les dessous de cette annonce surprise avec Alexandra Chaska tout à l'heure. Mais tout d'abord, voici nos kiosqueurs avec nous ce dimanche. Pierre Briançon, journaliste, correspondant à Paris pour l'édition européenne de Politico, le média d'information politique américain. Auparavant à Londres, à Reuters, Breaking Views, des chroniques économiques publiées dans Le Monde, le New York Times ou encore El País. Thomas Negaroff, historien, enseignant à Sciences Po Paris, chroniqueur aussi, Histoire d'info sur France Info la semaine et l'info dans le rétro sur Public Sénat le week-end. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur les États-Unis. On signalera Bill et Hillary Clinton, le mariage de l'amour et du pouvoir aux éditions Talendier, tout juste sorti en poche également. Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, une longue carrière dans la presse hexagonale depuis une quinzaine d'années au grand quotidien français de droite. Et puis Arnaud Vivian, fondateur et rédacteur en chef de Charles, une carrière dans les rédactions de Libération, de Radio Nova entre autres. En 2012, vous lancez donc votre revue politique trimestrielle. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ce dimanche pour commenter, analyser l'actualité de la semaine et cette semaine très politique. Qui l'eût cru ? Depuis sa victoire dans l'Indiana mardi et le retrait de Ted Cruz et John Kasich, Donald Trump est quasi assuré de devenir le candidat du Parti républicain à la présidentielle. Au fil des mois, le rire moqueur a cédé la place à un rire jaune. On aurait pu illustrer ça avec des emojis, mais c'est le satiriste américain Stephen Colbert qui s'y est collé cette semaine dans son émission The Late Show. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Trump still leads on the polls across the board, nationally, and you can see everyone a distance. The results are in from the biggest day of the election so far. It was a Super Tuesday for Donald Trump. Trump won 7 states from Arkansas to Vermont, showing the broad. Trump triumphs. Donald Trump is going to be the nominee for the Republican Party. Donald Trump is going to be the nominee of the Republican Party. So Donald Trump, if he's proven anything... Je tourne tout de suite vers le spécialiste des États-Unis. Vous riez Oui. jaune, vous aussi. Est-ce que vous reconnaissez dans cette vidéo de Stephen Colbert ? Je crois que tout le monde s'est vraiment trompé. C'est-à-dire que c'est excellent parce que c'est tout à fait la rythmique et notre erreur à plusieurs niveaux. D'abord, on s'est dit, il ne va pas se lancer. Ça faisait quand même plusieurs élections qu'on évoquait une candidature Trump et puis il ne se lançait jamais vraiment parce qu'il n'avait pas l'écoute, parce qu'il n'a peut-être pas l'espoir de l'emporter. Puis après, on s'est dit, bon, OK, il y va, mais très vite, il va disparaître de la campagne. On s'est dit après, il y a 15, 16, 17 candidats. Peut-être qu'il arrive à mobiliser 20, 25%, mais moins il y aura de candidats, plus les 25% ne se transformeront pas en plus. Donc il y aura un plafond de verre. Et ces 20, 25, quand ils seront 3 ou 4, il sera minoritaire. Et puis on a vu que le plafond de verre, il existe, mais il se relève progressivement. Et qu'aujourd'hui, il gagne avec plus de 50% les dernières primaires. Et donc effectivement, on s'est trompé mois après mois, même si aujourd'hui, on peut comprendre quand même. Alors justement, comment on l'explique ? Parce que tout le monde s'est trompé, les journalistes, les analystes, les politiciens aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris avec le phénomène Trump ? Il y a plein de choses. Il a tout à fait, je crois, saisi un rejet des Américains, en tout cas d'une partie des Américains, en tout cas des républicains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans le camp républicain, un rejet de l'establishment, un sujet de la politique telle qu'on la faisait avant. Il y a aussi, de manière cyclique aux États-Unis, des moments
moments où les Américains se projettent vers un avenir et d'autres où l'avenir est inquiétant. Et que les candidats qui arrivent à saisir cette inquiétude et à fantasmer sur un passé, sur une nostalgie, un passé un peu triomphant, ça peut fonctionner à certains moments. Ça a marché, par exemple, Ronald Reagan dans les années 80. Il y avait ce côté de retourner à l'Amérique un peu confortable des années 50. Ce n'était pas vraiment le cas. D'ailleurs, souvent, c'est un passé complètement mythifié. Là, il a saisi cette idée-là. Et puis, derrière ça, il y avait aussi l'idée que finalement, il y a une partie des Américains qui n'ont jamais supporté que Barack Obama soit leur président. Donc, avec l'idée que cette Amérique, comme ça, multiculturelle, ouverte sur le monde, mondialisée, peut créer des rejets au sein même d'une partie des Américains qui n'ont jamais vraiment accepté ce président. Je pense que la réaction anti-Obama est assez forte parce qu'il y a quand même une partie de l'électorat américain qui n'a jamais accepté l'élection de Barack Obama à la présidence. Alors c'est quand même un paradoxe parce que c'est un pays où le chômage est à 5%, où l'économie reprend certes doucement, mais elle reprend. Et donc tout devrait aller bien, contrairement à Reagan, etc., qui arrivait dans des contextes de longues crises morales, politiques, etc., et de récession économique. Et Obama qui remonte un peu dans les sondages. D'une part, la responsabilité d'un système médiatique qui commence à faire son examen de conscience. Maintenant, se multiplient dans la presse américaine des articles sur « on est responsable, c'est de notre faute, on n'aurait pas dû », etc. Mais il y a 6 mois, à l'évidence, le patron du New Yorker a qualifié le phénomène Trump de programme de soutien, de subvention à l'industrie des médias américaines qui est en difficulté économique. Les chaînes de télé ont explosé leurs audiences, les journaux, y compris les plus respectables, je ne parle pas seulement des tabloïds ou des journaux de droite, ont augmenté leur tirage. Et donc, il y a eu ce phénomène de boule qui, à la fois, on n'y croyait pas, je parle du système médiatique, c'est un clown, et d'ailleurs avec certaines raisons intellectuelles, on n'y croyait pas, et en même temps, on bénéficiait de cette espèce de phénomène de cirque, puisque Trump est un phénomène de cirque. Et on le voit maintenant à les réactions atterrées du Parti républicain, qui commence à se diviser sérieusement sur est-ce qu'il faut le soutenir, est-ce qu'il faut ne pas le soutenir. Les deux, aucun président, ancien président ne le soutient. Les deux Bush ont dit qu'ils n'iraient pas, qu'ils le soutiendraient pas, qu'ils ne prendraient pas part à la campagne. Et donc ça va créer... Et enfin, troisième phénomène, désolé, c'est que c'est quand même l'aboutissement de l'aberration qu'a été idéologique qu'a été le Parti républicain depuis 15 ans. On va y venir au Parti républicain dans un instant. Yves, vous vouliez réagir ? Oui, en fait, vous dites on s'est trompé, mais on se trompe tout le temps. Qui avait prévu l'élection de François Hollande ? Qui avait même prévu qu'un jour Angela Merkel serait chancelière et peut-être 4 fois de suite Mais peu de candidats ont été moqués. Non, c'est pas se tromper au sens qu'il n'est pas élu. C'est se tromper fondamentalement sur le phénomène. Je ne suis pas sûr que les téléspectateurs aient compris. Donc non, on se trompe. Non, c'est pas ça. Après, bon, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe et dans beaucoup de pays d'Occident, où vous avez une espèce de populisme qui se répand. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons singulières aux États-Unis, avec un parti républicain qui est en crise depuis pas mal de temps. On l'a vu, on a expliqué le phénomène du Tea Party, qui montre qu'il y a une rupture à l'intérieur. Alors, ce qui va être intéressant, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de savoir si d'aventure Trump gagne l'élection, la grande élection face à Hillary Clinton. Est-ce que le Trump qu'on voit là, eh bien, ça sera le même ? Ou est-ce que la fonction, finalement, ne rattrape pas le caractère et l'individu. C'est une question qui se pose dans beaucoup de pays d'ailleurs, où vous avez des candidats qui disent un peu n'importe quoi, qui sont extrêmement provocateurs, et puis une fois que eh bien, vous êtes dans les habits du président, vous changez un peu. C'était ce qui s'était passé quand même avec Ronald Reagan. Ronald Reagan, si vous vous souvenez de la campagne qu'il avait faite en 79, c'était une campagne extrêmement agressive, très provocatrice, alors peut-être pas autant que Trump, mais une fois qu'il était en place, eh ben, finalement il était respecté. On est d'accord ou pas avec la politique qu'il a conduite, mais il était là. Avant d'en venir à sa future campagne, si c'était lui le candidat et au Parti républicain, question peut-être un peu bête, mais pourquoi Donald Trump veut être président ? Je ne peux pas répondre à sa place. On peut imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que ça prouve, ce que prouve son histoire, c'est qu'il y a d'abord un dysfonctionnement démocratique qui est en place. C'est amusant de voir que nous, en France, nous sommes en train de copier le système des primaires américaines qui ne fonctionne déjà plus aux États-Unis, ce qui est un système mais qui est complètement pourri, on le comprend, qui est trop compliqué, etc., et qui a permis à Donald Trump de passer finalement entre les lignes. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'une classe politique s'est constituée en tant que classe et que ça laisse la place à tous les populismes. Et ça, on l'a vu en Italie, on le voit maintenant aux
États-Unis, on le verra certainement en France lors de la prochaine élection, car il est fort possible qu'un candidat populiste déboule soudainement, qui n'est pas encore là dans les radars. Donc, et il y a d'autre part une espèce de storytelling, si vous voulez, où aujourd'hui la démocratie exige plutôt l'improbable que le probable. J'entends par là, on l'avait vu avec l'affaire DSK, finalement, ça a été un coup de tonnerre, c'est l'improbable qui déboulait dans la campagne présidentielle française. Et là, de nouveau, c'est l'improbable qui déboule. C'est comme si vous voulez, il y a un scénario à l'américaine, au sens hollywoodien du terme, pour que c'est plutôt la solution improbable qui se dégage plutôt que celle que tout le monde attend. Alors, est-ce que dans l'improbable, il peut y avoir encore plus d'improbable? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, le Parti républicain peut encore bloquer Donald Trump au moment de la convention, ou est-ce que les jeux sont faits? Est-ce qu'il y a la possibilité d'un autre candidat en sous-main? Comment ça peut se passer? Alors, il y avait 3 plans chez les Républicains pour dézinguer Trump. Le plan A, c'était qu'il soit battu lors de la primaire, c'était le plan le plus crédible. Et puis on a vu que le plan A s'est effondré, primaire après primaire. Après le Super Tuesday, on sentait déjà que ça commençait à sentir mauvais. Maintenant, il n'y a plus personne face à lui. Ensuite, il y a le plan B. Le plan B, ça a longtemps été de dire, bon, on va laisser des candidats Kasich ou Cruz jusqu'au bout pour lui prendre des délégués. Et puis comme ça, il n'aura pas les fameux 1237 délégués qui lui donnent la majorité absolue à la Convention. Et premier tour de convention, il n'a pas la majorité absolue. Deuxième tour, progressivement, les délégués font de plus en plus ce qu'ils veulent en termes de vote. Et donc, on va aller pousser les délégués vers éventuellement même quelqu'un qui sort du chapeau, qui n'était même pas candidat lors de la primaire. On a parlé de Paul Ryan à un moment donné, qui dirige les Républicains à la Chambre des représentants. Ce plan B, il est mort, puisque maintenant, Trump est seul. Donc, il aura les 1237 délégués, donc il aura l'investiture. Donc, il reste un plan C. Et le plan C, c'est de dire, on va peut-être lui balancer dans les pattes un candidat hors système, third party, donc troisième hors des 2 grands partis, qui serait un conservateur pur jus, parce que ce que les Français, peut-être vos téléspectateurs, ne comprennent pas bien, c'est que pour beaucoup de conservateurs américains, Donald Trump est un immonde libéral. Il n'est pas assez conservateur, il n'est pas assez à droite sur des tas de questions d'ordre moral. Est-ce que des noms circulent déjà? Qui pourrait être ce candidat? Aujourd'hui, on sait que Ben Sasse, sénateur du Nebraska, et donc ça fait plusieurs semaines déjà qu'il a annoncé qu'il ne voterait pas pour Trump. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire américaine, qu'un sénateur dise « je ne voterai pas pour le candidat de mon propre camp ». Donc déjà, c'est une crise grave. Et Lindsey Graham, sénateur très important de Caroline du Sud, plutôt modéré, qui a dit la même chose. Mais pas sur les mêmes modalités. Le problème, c'est qui prendra la responsabilité d'y aller seul, contre son propre parti, pour faire gagner quand même la candidate démocrate, qui est aussi détestée par le Parti républicain. Oui. Donc plan A, plan B, aujourd'hui reste le plan C. Ça se trouve, il y aura un plan D, parce que cette semaine, Trump va rencontrer quelques grands dirigeants du parti. De cette réunion, qui aura lieu la semaine prochaine, sortira soit un parti réunifié autour de Trump, même si on votera en se bouchant le nez, on l'a déjà fait en France, soit un parti complètement disloqué, explosé. Et là, ça prendra des années. Un parti même mort pour certains. Ouais. Je vous propose de regarder cette une du quotidien américain Daily News qui nous dit « Mes chers frères, nous sommes réunis pour pleurer le Parti républicain, autrefois un grand parti, tué par une épidémie de Trump. » Alors, on sait qu'il y a une crise dans le Parti républicain. Est-ce qu'ils ont été complaisants vis-à-vis de Trump? Est-ce qu'il y a une grosse erreur politique? Le système des primaires, Arnaud le disait tout à l'heure, le système des primaires crée ses propres névroses et ses propres hystéries. Deuxièmement, aux États-Unis, c'est quelque chose aussi qu'on comprend mal en France, le poste de président n'attire pas toujours les meilleurs talents parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre. Et donc, il y a eu la question de une question subjective, mais de la qualité des candidats se pose depuis plusieurs décennies déjà. C'est parce que quand vous êtes sénateur aux États-Unis, être président, parfois, ça n'en vaut pas trop la chandelle. Parce que quand vous avez perdu une présidentielle, souvent après votre carrière politique, elle est quasiment morte. Alors, Trump va cliver le Parti républicain de manière vraiment sérieuse. Et les élections au Congrès, qui ont lieu en même temps que la présidence, vont se dérouler avec des candidats républicains qui, d'un côté, vont essayer de monter dans son chariot, parce qu'après tout, c'est lui qui... Et puis, il a bien gagné. Il a gagné sans aucune contestation, largement. Et puis, les candidats républicains qui, au contraire, vont tout faire pour montrer qu'ils ne sont pas pour Trump. Ouais, d'ailleurs, Ryan va faire candidat dans tous les États-Unis pour des candidats qui veulent montrer qu'ils ne sont pas Trump. Parce que Trump, il est pour l'avortement. Trump, il est pour... Mais c'est qui Trump? Parce qu'un coup, il a été chez les Républicains, un coup chez les démocrates. C'est quoi? C'est un centriste... C'est flip-flop candidat. Personne n'en sait rien. C'est-à-dire, Pierre disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il va donner comme... On sait qu'il va changer si jamais, par malheur, il est élu. Mais se situe où sur l'échiquier politique? Parce que là, il roule pour les Républicains à coup de mots un peu choquants, de dérapage plus ou moins contrôlés. Jamais aucun candidat n'a été... C'est difficile à savoir, mais enfin, en tous les cas, ce dont on est sûr, c'est le rejet
de l'immigré, puisqu'il a dit qu'il aimait. Et encore, ça c'est pareil, il sera obligé de changer de discours une fois qu'il sera. Alors, vous m'amenez à montrer un tweet pendant que vous parlez, un tweet puisqu'il aime les hispaniques maintenant, Donald Trump. Mais oui, il a mais mangé pourquoi un taco Vous savez cette pourquoi semaine, Parce on va qu'il a vous besoin montrer de l'image. savoir. Pour le 5 mai, quand même. Pour le 5 mai qu'il a fête nationale mexicaine. Comme souvent, et on le voit d'ailleurs dans tous les pays, dans toutes les élections. Vous partez, quand vous êtes un candidat réputé avoir des idées très arrêtées, très extrêmes, très provocatrices, vous partez sur le côté le plus tendu. Et puis, eh bien, vous vous recentrez petit à petit. Si il est le candidat des Républicains, ce qui paraît assez vraisemblable maintenant, à l'élection présidentielle américaine, eh ben, c'est sûr qu'il va avoir besoin, il va essayer de flatter le vote latinos, le vote des Noirs américains. Enfin, vous voyez, il va aller vers les minorités. En tous les cas, il tempérera ce qu'il a dit jusqu'à présent. C'est pas une histoire classique. C'est pas du tout une histoire classique de candidat qui fait une campagne extrémiste, enfin une campagne disons, radicale et qui se ressente pour les élections présidentielles. Jamais un candidat n'a été désigné par un grand parti comme ça, qui ait aussi peu d'expérience, qui soit aussi ignorant. Ignorant des choses. Depuis Eisenhower, c'est le premier candidat d'un grand parti qui n'a jamais été élu. Eisenhower, il avait une forme de légitimité quand même plus importante que celle de Donald Trump, vous l'avez dit. Donald Trump, il a bien sûr été longtemps gouverneur de Californie. Mais Reagan avait une expérience politique énorme. Il avait 15 ans de vie politique. Trump, 0. Il a été démocrate, il a été indépendant, il a été républicain depuis peu de temps. Il est un peu partout et effectivement, il est insaisissable parce que d'un côté, contrairement à l'histoire de son parti, il est anti-mondialisation, il est contre le traité de libre-échange avec les Européens, avec le Pacifique. Sur les questions, il veut augmenter les impôts pour les plus riches, alors que ça, c'est une ligne rouge au sein du parti qui ne rêve que de tax cuts, baisser les impôts. Ça, c'est idéologiquement très fort. Sur l'avortement, il a été pour, contre et le contraire du tout. Enfin, on ne sait pas où il est. Donc, il est très insaisissable. Et aujourd'hui, ça marche. Mais quand vous dites, est-ce qu'il va se revenir vers le centre pour gagner ? Ça, la raison le dit. Mais lui, il dit, vous savez, une équipe de foot, alors il pense foot américain, une équipe de foot, quand pour arriver en finale, elle ne va pas changer d'équipe le jour de la finale. Et donc lui, il considère que ce qui a gagné pour l'instant, ça va pas raison. Si on analyse bien son discours, quand même, le discours a été largement tempéré depuis. Mais pas tant que ça. Depuis 5 mois, si, quand même. Le mur, il a pas tellement. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que, mais on le voit bien, même sur le plan économique, il a dit des choses. Oui, mais sauf que je pense qu'il sait très bien que s'il change de discours, il peut perdre tout le monde. Son discours, c'est le mur et la fin du libre-échange. En termes économiques, c'est que ça. Il n'a même pas de discours sur le déficit public, sur des choses comme ça. Non. Alors, quand on le qualifie de libéral, c'est une aberration. Il n'est pas libéral. Alors, c'est quand même une épine dans le pied pour Hillary Clinton, qui apparaît comme la favorite des primaires démocrates, qui doit encore se débarrasser de Bernie Sanders. Et ça va arriver courant juin, parce qu'il a l'air de s'accrocher. Comment elle va se positionner ? Est-ce qu'elle va serrer à gauche, parce que Bernie Sanders est encore là, il y a cet électorat de gauche qu'il faut aller récupérer, ou est-ce qu'elle va tenter d'aller vers le centre pour affronter Donald Trump peut-être plus sur son terrain ? Quelle hypothèse pour elle ? Et quel type de campagne face à un candidat grandiloquent ? Sa campagne ne marche pas, dit Hillary Clinton. Elle a eu une chance extraordinaire de se retrouver face à un homme de 74 ans, donc elle paraît elle-même jeune, alors que c'était un des problèmes au départ de sa campagne. Un candidat qui se dit socialiste, donc théoriquement on se dit, si on a tous nos modèles en tête de vie politique américaine, c'est terminé. Typique, Et puis c'est toujours pas fini, on est au mois de mai, c'est pas fini. Donc déjà sa campagne, elle ne part pas, elle ne prend pas vraiment, on le voit élection après élection, elle a du mal, sauf dans les États du Sud, mais elle gagne dans des États qui théoriquement seront gagnés par le candidat républicain quand même en finale, donc c'est quand même compliqué pour elle. Et là elle arrive sur un mois où elle est attaquée par Trump d'un côté, et par Sanders de l'autre. Donc elle est vraiment prise en sandwich, ça va être difficile pour elle, elle aura l'investiture parce qu'elle a les grands délégués avec elle, les super délégués, parce qu'ils savent faire les Clinton n'ont jamais perdu de l'élection de suite, donc ils savent rectifier le tir. En revanche, moi je suis un peu inquiet pour elle parce qu'elle ne suscite aucun désir. Il y a, peut-être on en reparlera, mais la vie politique, c'est quand même aussi une affaire de libido. Et je crois que là... Puis son impopularité la met à la merci d'un accident de campagne, du type le FBI, l'enquête du FBI. Il faut voir que Hillary Clinton est la représentante même de ce que rejette et Donald Trump et Bernie Sanders, c'est-à-dire la classe politique. Et que la presse commence à sortir beaucoup d'affaires concernant Hillary Clinton. Ça lui coûte cher, ça va lui coûter cher contre Donald Trump, ça lui coûte déjà cher contre Bernie Sanders, parce que le fait est qu'il ait 72 ans, c'est quand même la jeunesse qui est attirée vers Bernie Sanders.
Sanders. Oui. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein. C'est qu'un Alors, homme de 72 ans attire les jeunes. Et donc, je pense qu'elle est en sérieuse difficulté. Enfin, pas vis-à-vis de Trump, parce que je vois pas. Elle a de la chance. Elle a de Je la vois chance. pas, je vois pas Trump alors là- faire d'incursion dans le vote des femmes, Non, à c'est moins ça. de renverser. Et les minorités non plus. Et des minorités. Mais elle a une chance part avec extraordinaire. Peut-être juste pour- peut-être juste pour terminer, On parle de parce qu'il François faut- Hollande, mais on parle de François Hollande tout à l'heure, mais elle est dans l'idée d'un François Hollande face à une Marine Le Pen. Ouais. Elle Bien se nous, parce retrouve qu'on est en face train de à- redire la elle même est- chose sur Donald Trump, c'est elle qu'il est- va perdre l'élection, Oui, c'est vrai. alors qu'il a gagné la primaire. Ce qui est manifeste, Attention. c'est qu'il y a une crise Rapidement. des partis. Vous le voyez aux États-Unis à travers le Parti démocrate, où Corbyn, on n'aurait jamais imaginé. Sanders, pardon. Ça marche quand même. Sanders, mais c'est vrai que Corbyn, c'est vrai aussi. Ouais, le Jeremy Corbyn, en Angleterre. Non, mais anglais. il y a quand même une crise manifeste des partis de part et d'autre de l'Atlantique, et on le voit tous les jours là. Et en France investiture, aussi, évidemment. investiture cet été, Fin juillet. fin juillet, présidentielle le 8 novembre. Vraiment, d'un rapide tour de table, qui sera le prochain président des États-Unis? Hillary Clinton. Pierre? Clinton. Arnaud? Trump. Yves? J'aurais tendance à dire Clinton quand même. Bon, eh ben on verra ça le 8 novembre. Et puis on va déjà s'intéresser à la campagne qui risque d'être assez intéressante. Je vous propose qu'on parte au Québec cette semaine pour parler là aussi de politique. Onde de choc avec cette démission inattendue. Pierre-Carl Péladeau a quitté la tête du Parti québécois, le parti de l'opposition officielle, parti souverainiste. Je suis devant une absence d'alternative qui me force à faire un choix déchirant entre ma famille et mon projet politique. Je demeurerai un militant du Parti québécois. Je suis convaincu que l'avenir du Québec, des Québécoises et des Québécois, passe par l'indépendance de notre nation. Merci. Un choix déchirant pour raison familiale et une annonce au lendemain d'une interview donnée par Julie Snyder, animatrice vedette dont il est en train de divorcer, leur vie privée défraie à nouveau la chronique. On va en parler avec Alexandra Chaska de Radio-Canada qui se trouve en ce moment en direct avec nous depuis Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous en ce dimanche matin pour vous. Alexandra, il y a des couples vedettes au Québec, Céline et René, il y a Justin et Sophie. Et puis moins connus à l'international, il y a Pierre-Carl et Julie. Qui sont-ils ? Comment et pourquoi leur vie privée interfère sur la vie publique, la sphère publique et politique ? C'est le couple terrible du paysage médiatico-politique québécois. Et d'ailleurs, Julie devrait être assez connue chez vous puisqu'elle a animé une émission sur France 2 dans les années 99-2000 qui s'appelait Vendredi, c'est Julie. Elle a eu d'ailleurs pas mal de succès si ma mémoire est bonne. Mais ici au Québec, elle est extrêmement connue. Donc c'est une animatrice de télévision qu'on voit à la télé depuis son adolescence. C'est aussi une femme d'affaires parce qu'elle avait sa propre compagnie qui produisait des émissions de télévision qui était diffusée sur les ondes de la télévision qui appartient à son mari, enfin son mari actuellement dont elle est en train de divorcer. Alors donc cette vedette de la télévision avec ce grand patron d'un empire de presse dont il a hérité qui a été fondé par son père, Québecor, qui possède des dizaines de journaux à travers le Canada, des imprimeries, des câblodistributeurs et cette télévision donc TVA. Donc le power couple, comme on pourrait dire en anglais, du paysage médiatico-politique québécois. Et voilà un couple qui a fait tout devant les caméras de télévision, y compris leur mariage l'année dernière, parce qu'ils ont été ensemble pendant plusieurs années, comme on le fait souvent au Québec, sans être mariés. Ils ont 2 enfants, 11 et 8 ans. Et donc, ce grand mariage où Michel Drucker, d'ailleurs, était le témoin de la mariée. Mais avant le mariage, 1 an avant, monsieur Pierre-Carl Péladeau, PKP, comme on l'appelle ici, s'est lancé en politique. Donc, il est devenu député et ensuite chef du Parti québécois, du Parti indépendantiste, qui est aujourd'hui le parti d'opposition, donc le chef de l'opposition. Alors, vous comprenez que cette chute a eu l'effet d'un tremblement de terre, non seulement sur ce couple qui est donc en train de divorcer, en train de négocier la garde des enfants, mais aussi sur toute la vie politique québécoise. Alors, Sylvain Gaudreault a été élu chef par intérim. Le nouveau chef sera connu, je pense, ici à Noël.
Noël. Comment le Parti québécois se tire-t-il de cette crise ? Mais ça va être difficile pour le Parti québécois puisque c'est déjà un parti assez divisé. C'est un parti qui est uni autour de l'option de l'indépendance du Québec, mais où on a une gauche et une droite qui s'opposent souvent. Et Pierre-Carl Péladeau n'était pas déjà un chef qui unissait les gens énormément. C'est quelqu'un qu'on appelle, qu'on considère comme assez individualiste. C'était quelqu'un qui venait du monde de la business, donc vraiment qui était plutôt vers la droite du Parti québécois. Donc, beaucoup de militants de gauche n'étaient pas du tout heureux de le voir à la tête du parti. Mais maintenant, il y aura une nouvelle course à la chefferie. On dit le plus tôt possible, dans les prochains mois. Le parti est déjà très affaibli. L'option indépendantiste a de moins en moins d'appui dans la jeunesse québécoise. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour un parti québécois très affaibli par cette démission donc, de PKP. Merci Alexandra pour toutes ces précisions depuis Montréal. Un très bon dimanche à vous et à très vite. Un commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud ? Plusieurs choses. D'abord, c'est un mauvais temps pour les souverainistes en ce moment, visiblement un peu partout dans le monde. Mais par ailleurs, moi, je suis contre la professionnalisation de la politique. Je trouve ça toujours bien quand quelqu'un dit « je démissionne de mes fonctions, j'arrête de faire de la politique ». Je pense que ça devrait être plus souvent pour éviter justement ce racornissement-là de la politique. Et par ailleurs, ça me rappelle la phrase un peu machiste, même complètement machiste, de Laurent Fabius à propos de François Hollande et Ségolène Royal qui disait « qui va garder les enfants ?» Là. On voit que cette question, qui va garder les enfants... Là, on sait qu'il y aura quelqu'un, parce qu'ils j'ai l'impression qu'ils se disputent pour ça, donc c'est pas la question. Là. Oui, non, mais ouais, ça rappelle ça, mais c'est bien, moi je trouve que finalement, la vie familiale puisse l'emporter par rapport à la vie politique. C'est un raisonnement que beaucoup de politiques devraient avoir. Cela dit, la vie familiale a souvent des conséquences directes sur la vie politique, on ne le sait pas assez, mais même en France, il y a beaucoup, ces dernières années, il y a énormément d'attitudes et de décisions politiques qui ont été prises pour des raisons familiales. Des noms, c'est très simple. Ségolène Royal a été candidate en 2007, en grande partie parce que elle était en train de se séparer de François Hollande et elle savait, elle voulait d'une certaine façon se venger. Elle a pris de vitesse. Mais pas tout à fait, elle a pris de vitesse. Nicolas Sarkozy, je vous invite à lire le début du livre qui s'appelle L'Impétueux de Catherine Ness sur Nicolas Sarkozy. Vous verrez que le début de son quinquennat, qui a été une espèce de brouillon assez indigeste, eh bien, s'explique en grande partie par ses problèmes personnels. Et à chaque fois, c'est intimement lié tout ça. Ce sont des hommes et des femmes comme les autres. C'est peut-être ça la morale, ce sont des hommes et des femmes. Mais là, il y a un paradoxe dans le cas québécois, c'est que c'est manifestement sa vie familiale qui l'a amené progressivement à la fonction politique, et c'est la vie familiale aussi qui l'en éloigne. Quoi. Ce qui est étonnant, là, c'est la scène de télévision. Elle est là. On pleure devant les caméras. Ça, c'est quand même, effectivement, ça fait partie d'un feuilleton qu'on ne connaît pas encore en France. Je vous propose qu'on passe à des scènes de joie maintenant, des scènes de joie à Londres, où après 8 années de l'excentrique Boris Johnson, les Londoniens ont élu Sadiq Khan. Alors, les larmes de joie, ce sont celles de Sadiq Khan, fils d'un chauffeur de bus pakistanais, a grandi dans une fratrie de 6, élevé en HLM. Avocat puis ministre de Gordon Brown à 45 ans, Sadiq Khan est le nouveau visage de Londres. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un comme moi puisse être élu maire de Londres. Et j'aimerais remercier chaque Londonien d'avoir rendu l'impossible possible aujourd'hui. Cette élection n'a pas été sans controverse. Je suis si fier que Londres ait préféré l'espoir à la peur, l'unité plutôt que la division. Alors, Sadiq Khan est élu avec près de 57% des voix face à un fils de milliardaire, le conservateur Zach Goldsmith. Sadiq Khan a fait de ses origines modestes un argument de campagne efficace. Il devient le premier musulman à diriger une capitale occidentale. Il affiche un islam ouvert comme une partie de son identité. La campagne a été marquée par les questions religieuses et raciales. Il y avait une dimension, j'imagine, très symbolique. Mais est-ce que c'est allé trop loin ? Alors, il y a quelque chose une petite précision qu'on ne devine pas à travers les titres de la presse continentale ou de la presse américaine. J'allais y venir, mais... C'est que les Londoniens n'ont pas du tout l'impression d'avoir élu un maire musulman. Ils ont élu un maire travailliste qui a fait une formidable campagne, qui se trouve être musulman.
Par La ailleurs, campagne en de Zach face Goldsmith, de lui, en face, portait un peu c'était là-dessus quand une même. campagne par visiblement un amateur. On n'oblige personne à faire de la politique, comme disait je ne sais pas qui, mais dans son cas, c'est vraiment fils de famille qui était visiblement perdu et bien au-delà de ses compétences, qui s'est fait dicter sa campagne par des espèces de gourous mystérieux et plutôt de l'école méchante et hargneuse de la politique. Donc, il a raté, puisqu'il n'a pas arrêté de souligner. Vous savez, les anglo-saxons, un mot pour ça, c'est les sifflets ultrasons, où vous prononcez des termes qui apparemment sont anodins et à peu près normaux, mais qui évoquent dans l'électorat les réflexes les plus bas, etc. Bon. Et dans le cas de Zach Goldsmith, ça a été répété, c'était de souligner qu'il était avec d'autres musulmans, qu'il était à côté de imams, donc imam, vous voyez ce qu'on veut dire, etc. Ça a complètement raté à Londres. En plus, c'est se tromper de ville. Parce que Londres, c'est un quart des habitants sont d'origine étrangère, je ne sais plus quoi, un huitième des habitants sont musulmans, etc. 12%. Mais enfin, les Londoniens n'ont pas élu un maire musulman. Il se trouve que sa religion n'a joué aucun rôle dans son élection. Alors, par ailleurs, c'est intéressant sur le plan de ce qui se passe au Parti travailliste. Parce qu'il n'a pas du tout, alors que c'était un de ceux qui avait nommé Jeremy Corbyn pour désigner ou choisir, ou qu'il avait poussé à se présenter. Nouveau chef du Labour depuis septembre. Pratiquement jamais prononcé le nom de Corbyn. Il a fait une campagne sur les thèmes les prix des transports, la situation immobilière aberrante à Londres, qui est une ville qui est en train de chasser non seulement les classes populaires, mais les classes moyennes. C'est plus possible de se loger à Londres. Et sur ces thèmes-là, sur l'immobilier, sur le transport, sur un certain nombre de thèmes qui sont directement... Il a annoncé ce qu'il allait faire, et donc il a fait la campagne modèle qui a permis d'arriver à ça. Alors, vous en se l'évoquiez tenant très, très loin du Labour de Corbyn. Voilà, vous l'évoquez sur le fait qu'il est musulman, ce dont les Londoniens ont prouvé qu'ils se fichent. En revanche, la presse, et notamment la presse continentale, la presse française, a beaucoup insisté là-dessus. Les titres portaient là-dessus. On n'est pas dans le même contexte. Mais est-ce qu'on peut parler d'une espèce d'obsession par rapport à ça oui. Comment vous l'expliquez? C'est vrai qu'il est musulman en même temps. Donc oui, c'est pas faux, mais comme vous le dites, c'est peut-être pas ce qu'il y a à retenir d'abord. Ouais, c'est souvent à Londres. Moi, je voudrais d'abord insister sur le fait que Zach Goldsmith, qui est le fils de Jimmy Goldsmith, il faut le savoir, qui avait financé de Charles Pasqua et Philippe de Villiers, des souverainistes. Exactement. Et il a fait une campagne très mauvaise. Enfin, je veux dire, il était complètement à côté de la plaque. Il a jamais réussi. Il a aucun charisme. Les Anglais le disent. Moi, je crois qu'il y a une erreur d'analyse, si vous voulez, ici. Quand on commente l'élection de Londres, il faut distinguer aussi Londres du reste du pays. Et là, on peut faire quelques comparaisons entre Paris, justement, et le reste de la France, où Paris, d'ailleurs, à la dernière élection municipale, on a reconduit un maire socialiste, alors qu'ailleurs, les socialistes étaient en pleine déroute. Mais effectivement, il y a un tel débat dans notre pays sur l'islam, sur l'islamisme, sur est-ce qu'un jour il y aura un élu musulman, sur le système d'intégration, on regarde ce qui se passe en face. Et on se dit, le système d'intégration, de façon très sommaire et primaire, il marche plus en face. C'est faux. L'intégration ne marche pas plus en Grande-Bretagne qu'en France. C'est deux systèmes différents, mais je vous rappellerai quand même qu'il y a eu des émeutes il y a 3 étés qui ont été assez violentes à Londres notamment, et qui montrent qu'il y a des problèmes majeurs, comme il y en a aussi chez nous. Donc il y a une erreur d'analyse quand même. Ce qui est sûr, c'est que vous avez dans beaucoup de pays d'Europe, de la vieille Europe en tous les cas, un truc qui est manifeste, c'est ce qui se passe dans les grands centres urbains, les grandes villes, où vous avez des gens qui sont dans la mondialisation, qui sont dans le système d'une certaine façon, et puis vous avez, je dirais, la périphérie, ce qu'un sociologue en France a appelé la France périphérique, mais vous avez la même chose dans beaucoup d'autres pays européens, où les gens se sentent un peu oubliés, et ils votent en fonction de ça aussi, les gens. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Jacques Lévy, qui est un très grand géographe français, a théorisé cette idée d'une culture urbaine qui ne serait pas que urbaine, mais qui serait aussi politique, qui aurait une forme d'urbanité et qui se distinguerait de plus en plus effectivement du territoire sur lequel elle rayonne, quoi. Et effectivement, Saskia Sassen, excusez-moi pour la référence, mais qui a écrit un bouquin qui vient d'être traduit en français, où elle évoque la question de la brutalité de la mondialisation.
et la question des expulsés. Et elle montre à quel point la mondialisation crée des gens qui sont hyper intégrés, hyper connectés. Ce que Robert Reich, le ministre de Clinton, appelait les manipulateurs de symboles, c'est nous, ceux qui arrivons à utiliser les astuces de la mondialisation, qui savent en tirer le maximum de profit, qui voyageons, etc. Et une immense partie de la population qui en est complètement déconnectée, qui est expulsée selon le mot de Saskia Sassen. Et on parlait de Trump tout à l'heure. Trump parle à ces gens-là. Marine Le Pen parle à ces gens-là. Et en revanche, effectivement, dans les grandes villes, les gens qui arrivent à l'emporter sont des gens qui parlent à des gens, les grands citadins des grandes villes, qui sont très bien connectés, qui arrivent à tirer profit de ça, à passer outre la question de l'islam, parce que, bien sûr, il a été élu, la question de l'islam n'a pas été centrale dans la campagne, mais, vous l'avez dit, Goldsmith a tenté de le faire. Donc il s'est juste trompé de public. Ce qui aurait pu marcher à Nottingham ou ailleurs n'a pas marché ou à Leeds, n'a pas marché à Londres, parce que précisément les Londoniens n'entendent pas ça et sont déjà une question d'identité qui est à un autre niveau. Est-ce que malgré tout, parce que c'est le maire de la plus grande capitale européenne, parce que c'est un symbole, est-ce que quand même, malgré tout, ça envoie un symbole fort contre toutes les formes d'extrémisme qu'on puisse imaginer ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, cette campagne a été difficile et lourde. Il y a eu d'un côté des accusations d'islamisme portées par Goldsmith, mais de l'autre côté, il y avait aussi des accusations d'antisémitisme qui ont quand même bien perturbé aussi. Qui ne l'ont pas atteint, lui. Et d'ailleurs, il s'en est démarqué dans la seconde. Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'antisémitisme... Il est resté... C'est pour dire que... Voilà, c'est encore une fois... on a une vision... Il ne faut pas avoir une vision idéaliste aussi de cette campagne électorale. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut dire et ce qu'on voit, ça va aussi bien pour l'Espagne que pour l'Angleterre, c'est que autant, comme on le disait à propos des États-Unis, la démocratie au niveau national, ça ne marche plus, autant il y a une démocratie locale qui fonctionne pour les raisons qu'on vient de dire, des raisons sociologiques, mais aussi parce qu'il y a un niveau là où finalement la démocratie, ça fonctionne. On l'a vu en Espagne, encore une fois, à Madrid ou Barcelone, on vient de le voir là à Londres, et que la campagne était sur des enjeux locaux. Ça raconte surtout la dichotomie incroyable entre la partie de la gauche qui veut exercer le pouvoir et qui montre et qui fait campagne pour l'exercice du pouvoir, et la partie de la gauche, Labour anglais, qui visiblement est plutôt dans une position où le pouvoir ne l'intéresse pas vraiment. Voilà. Et la déroute du Labour dans tout le reste de l'Angleterre, c'est que cette victoire de Sadiq Khan donne à Jeremy Corbyn, le travailliste en chef, une raison d'être gai, titre le quotidien de centre-gauche, le Guardian. Le Labour, en effet, regagne la capitale, ce qui est presque une tradition, c'est un retour à la normale. Mais il sauve les meubles un peu partout. Non, c'est du baratin. Alors, c'est total baratin. Les attentes, en Écosse, ça s'appelle c'est un revers. Gérer les attentes, gérer les anticipations. Alors, le Labour devait prendre une culottée générale dans tout le... Le Labour limite la déculottée générale. Donc, au lieu de perdre, je ne sais plus combien de sièges municipaux, il en perd un peu moins. Il en perd 75%. Et du coup, tout le monde triomphe. Ah bah oui, c'est moins pire que prévu. Et donc, non, ils sont en troisième partie en Écosse. Donc ça, c'est une déroute vraiment sérieuse en Écosse. Ça a été quand même longtemps le parti qui dominait l'Écosse. Donc là, ils ont pratiquement disparu. Il y a des endroits où ils sont pratiquement inexistants. Ils se maintiennent à Manchester. Je crois qu'à Manchester, il n'y a qu'un seul conseiller municipal conservateur sur 95, donc là ils peuvent dire qu'ils ont conservé Manchester, mais autrement non, c'est une défaite du travaillisme à la Corbyn, et le fait de pouvoir se consoler par on a gagné Londres avec un maire qui a tout fait pour prendre ses distances, et deux, le reste d'Angleterre c'est moins mauvais que ce qu'on aurait pu attendre. Jamais un parti dans l'opposition n'est censé perdre des élections. Un parti dans l'opposition est censé gagner des élections locales et régionales. Et d'un mot vraiment très rapidement, qu'est-ce que ça nous dit à moins de 2 mois du Brexit, du référendum sur le Brexit? C'est aussi une défaite personnelle pour Boris Johnson, parce que Boris Johnson est l'ancien maire qui est pro-Brexit. Pro-Brexit, pour la sortie de l'Union, et qui avait fait campagne très lourdement, très activement pour Zach Goldsmith, et qui se trouve battu d'une certaine façon. Brexit serait un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui se tiendra le 23 juin. Fort à Paris, qu'on en reparlera ici. Je vous propose qu'on parte en France. La France, où l'heure est à l'optimisme. C'est le président français qui le dit, repris en chœur par son gouvernement. La petite phrase ne vous a sûrement pas échappé, ça va mieux. Elle a été prononcée à la télévision le 14 avril dernier. Et si c'était le slogan en vue d'une réélection?
Oui, ça va mieux. Ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans et voilà pourquoi je vais poursuivre jusqu'au bout. Alors, ça va mieux ? Comment on peut dire ça va mieux? Comment c'est possible de dire ça va mieux? Enfin, je comprends pas. Je comprends le slogan politique, mais alors, dire c'est ça pas va forcément mieux, un slogan politique. dire ça va mieux, et après grainer une série de chiffres pour dire le déficit a été réduit. Oui, c'est une bonne chose. Je suis pour. Il y a quelques le chômage, indicateurs économiques qui sont en effet oui, mais favorables. ça va mieux. Vous dites ça va mieux. Après, on se dit oui, ça va pas mieux pour tout le monde. Donc, ça va mieux pour les électeurs du Front National, pour les zones du nord de la France ou du sud de la France qui ferment des usines et qui n'ont pas pu ouvrir. Ça va mieux pour les banlieues françaises où des enfants de 15 ans n'ont jamais vu leur père avoir un emploi à temps plein. Donc, comment on peut dire ça va mieux quand on dirige un pays qui a quand même 10% de chômeurs? Il fait de la politique. Il fait de la politique. Ce qui s'est Je passé, pense que c'est une politique qui se tire une balle dans le pied. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 4 ans, puisqu'on arrive, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir, pendant 4 ans, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il l'avait dit un jour, il dit « Je ne suis pas un bouchon au fil de l'eau ». Et pendant 4 ans, il a été un bouchon au fil de l'eau, c'est-à-dire que il a commencé à gauche, après il est allé un peu sur la droite, voilà, et il a changé d'avis à chaque fois sur tous les sujets à peu près. Et là, la présidentielle approchant, et il voit quand même que ça va pas fort dans les autres formations politiques, en dehors peut-être du Front National, et encore, il faudrait en parler, à mon avis. Mais il se dit, bon bah voilà, il faut que maintenant je raconte une histoire. Et là, l'histoire que je reprends la campagne de 2012 en disant je vous avais dit que ça serait dur au début, maintenant on va commencer à redistribuer, c'est ce qu'il fait puisqu'il donne des hochets à tout le monde, et il a dit à ses troupes qui sont Le Drian, enfin tous ceux les proches, qui sont vraiment ses proches, on va redresser la tête, on va arrêter de se prendre des claques, et on va dire, on va avoir un discours qui consiste à dire que ça va mieux. C'est magique un peu. C'est un peu ça magique. Et en plus, il a la chance que, dans le même temps, il y a des statistiques qui montrent que ça va effectivement sur le front de l'emploi. Attendez, ça a duré 1 mois, mais bon. La croissance, il y a eu un contrat géant avec l'Australie, enfin tout ça, c'est arrivé en même temps. Ça va mieux en le disant. Non, mais voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle en politique du storytelling. Et en fait, il y a du storytelling qui a commencé, et c'est assez intéressant la manière, et on peut le dire, moi je trouve ça assez habile la manière dont c'est fait actuellement par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la résurrection d'un mot qui est la gauche, qui avait totalement disparu. Vous voyez, Manuel Valls disait « je ne sais plus vraiment si je suis de gauche ». Emmanuel Macron, il avait réglé la question, ni de droite ni de gauche. Et là, soudainement, vous voyez le gouvernement et le président en tête récupérer ce mot, la gauche. La gauche, voilà. Et haut la gauche. Et haut la gauche, évidemment. Et d'abord, le storytelling, il passe par la résurrection de ce mot. C'est intéressant parce qu'au même moment, il y a un autre mot qui ressuscite, c'est celui de gauchiste, voire d'extrême gauche, avec le mouvement Nuit debout. Donc vous voyez, l'extrême gauche et les gauchistes avaient totalement disparu de la scène politique. On n'en parlait plus du tout. Maintenant, ils sont omniprésents. Et d'ailleurs, l'extrême droite, du coup, est en train de disparaître, en revanche, des radars, du fait de cette montée et de l'extrême gauche et de la résurrection de ce mot, la gauche. Donc le storytelling, c'est pas simplement ça va mieux, c'est nous sommes la gauche, et qui recommence là. Et c'est l'idée qui... Alors, ils ont 1 an pour faire le boulot, ça va être très compliqué, hein. Parce que là, évidemment, on se moque, on se dit ça va mieux, c'est la méthode Coué, quoi, quasiment. Mais en fait, c'est pas ça. L'essentiel du message n'est pas là, il est dans la gauche. C'est de l'autoconviction ? Non, mais alors, je reprends juste ce que dit Arnaud Vivian, parce que moi, ça me fait penser énormément, en fait, au cycle politique d'il y a 30 ans. Quand la gauche arrive au pouvoir avec un discours très anticapitaliste, souvenez-vous quand même François Mitterrand les premières années, un virage à droite, et, enfin en tout cas de la rigueur, et voyant les élections législatives de 86 arriver et étant très mauvaises a priori, on a exactement la même rhétorique. Au secours, la droite revient, donc nous sommes la gauche, et ça va mieux. J'aurais écouté, pour préparer une chronique sur France Info, Laurent Fabius ou Pierre Bérégovoy, ils y vont tous à la télévision avec ce même leitmotiv en disant « le pire est derrière nous », phrase utilisée d'ailleurs un peu plus tard par Balladur en 94, donc c'est quand même un classique en rhétorique politique française, et avec l'idée « nous allons maintenant pouvoir baisser les impôts parce que ça va mieux ». Donc ce qui est 2 choses en même temps, c'est génial. Sauf que là, il ne pourra pas se sauver par la proportionnelle. Parce que par définition... Ils ne sont pas sauvés d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Non, mais, vous voyez, ils ont limité la casse quand même. L'idée de cette... Donc en fait, rien de nouveau sous le soleil. Alors ça n'avait pas marché en 85. Je suis d'accord avec Arnaud que c'est du storytelling, de la tentative de storytelling. Je pense qu'ils se prennent les pieds dans le tapis parce que je ne crois pas du tout que ce soit habile. Parce que quand on dit ça va mieux,
Et c'est vrai qu'il a besoin de raviver ce concept, je ne sais pas s'il existe encore, en tout cas de réanimer ce concept moribond qui est la gauche à la française. Mais quand il dit ça va mieux, ça va pas mieux pour la gauche, ça va pas mieux pour les électeurs de gauche. Si ça va mieux, ça va pour les bobos, ça va pour les gens qui vont voter Juppé. Pour cela, ça va mieux. Pour les autres, ça va pas mieux. Je suis désolé. Ça va mieux peut-être pour les enseignants à qui on donne 800 € par an pour consolider ce bloc électoral socialiste. Oui, mais on fonctionne sur un truc rationnel. C'est pas rationnel, ça va mieux. Non, mais je pense que c'est une provocation. Moi, je pense qu'il a raison, ils ont raison. C'est entre ça ira. Hein, de sortir, parce que le rationnel n'est pas bon. Donc, dans ce cas-là, il faut en sortir. Et l'idée de, finalement, laissez-nous un peu de temps, on a déjà fait des choses. La petite musique de ça aurait pu être pire, regardez en face ce qu'il y a, c'est pas rationnel. Non, c'est une provocation. Je pense que c'est une provocation pour un certain nombre de gens qui vont continuer de voter. C'est de la politique à destination de son camp. Mais bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que vous l'avez vu, pendant de longs mois, on a dit ça sera lui, un autre. C'est du premier tour. Combien ils seront, il y aura une primaire et tout. Et là, ce qui est clair, c'est que Hollande, effectivement, il n'y aura pas de primaire, il est en campagne, ça sera lui le candidat. Oui, alors justement, c'est ce que titrait votre quotidien cette semaine. Oui. François Hollande a dit qu'il annoncerait officiellement sa candidature en fin d'année. Il l'a dit lui-même, hein, c'est pas nous qui le... Non, il l'a dit lui-même, et j'y venais à votre une, c'était le temps qu'elle arrive. On le voit là, le candidat Hollande entre en campagne. Pourquoi maintenant ? Parce que là, il avait une occasion en or, et Arnaud l'a dit, mais le fait, c'est que c'est les 80 ans du Front populaire, et que lui était servi sur un plateau le fait de pouvoir faire un discours sur le pouvoir et la gauche. Bien sûr. Alors devant le fort de ses troupes. Voilà. Alors là, il a dévidé la plotte. Alors là, vous sortez des étagères Jaurès, vous sortez Mendès, vous sortez Blum, vous sortez Mitterrand. Citant Jaurès à plusieurs reprises, qui n'a jamais exercé le pouvoir. Voilà, qui n'a jamais exercé le pouvoir, effectivement, parce que même si, il est mort jeune... Il a beaucoup pensé. Et qui a beaucoup pensé et théorisé. Mais enfin, toujours est-il que, si vous voulez, il s'est redonné je ne sais pas si le mot est exact, mais une espèce de virginité de gauche, alors qu'il était accusé, il ne faut pas l'oublier, dans son camp, dans son propre camp, d'avoir trahi. Depuis 2 ans, d'avoir trahi à travers le pacte de responsabilité et puis les lois sur la sécurité. Surtout que pour lui, il n'y a que le premier tour qui compte. Non, mais il faut voir que l'idée de la primaire de gauche, qui est inscrite en plus dans les statuts du Parti socialiste, il s'assoit dessus. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on s'assoit sur la primaire. Il n'y aura pas de primaire. S'il annonce sa candidature à la fin de l'année, il est évidemment qu'on ne va pas organiser des primaires en 1 mois. Donc, vous voyez, c'est fini. Ils disent que oui, ils disent qu'ils peuvent. Alors Arnaud, vous sortez ce livre qui s'appelle 2017, l'élection improbable, et vous avez demandé à des écrivains d'imaginer sous la forme d'une nouvelle la présidentielle à venir. Ça donne quoi ? Ça donne des récits extrêmement comiques plutôt que tragiques. C'est ça qui est intéressant finalement, c'est que ces écrivains qui sont différents, Marie de Pléchin, Jérôme Leroy, Basile Panurgias, etc., ils sont 11, y compris moi-même d'ailleurs, on a quand même plutôt choisi la veine comique, mais qui est un peu désespéré aussi de ce qu'est devenu la politique. C'est ce que je disais au début de cette émission, c'est-à-dire que l'improbable caractérise mieux le système démocratique aujourd'hui que le probable. C'est ça son dysfonctionnement général aux États-Unis, en France, en Italie, on l'a vu aussi. Et donc voilà, donc à partir de là, les écrivains peuvent prendre la main, c'est-à-dire que la réalité dépassant la fiction, et l'affaire d'Esca l'a prouvé ô combien, on peut imaginer effectivement les scénarios les plus délirants. Et là, vous allez en avoir quelques-uns, des scénarios délirants. Celui de Marie de Pléchin est un des plus délirants. Il y a Thomas Legrand, éditorialiste sur France Inter, qui en a fait un formidable, où Sarkozy est dans le coma, et c'était Isabelle Balkany qui vient lui raconter l'élection. Voilà. Bon, donc en fait, si je vous comprends bien, je ne sais pas si vous autres, vous trois, vous êtes d'accord avec ça, c'est un peu tragicomique, la politique française en ce moment. Non, c'est pas comique du tout. Moi, je trouve pas ça comique. C'est plutôt tragique, je dirais. Je ne trouvais absolument pas un sujet de dérision. Je vais lire le livre, évidemment. Non, mais il y a cette idée qu'il y a une comédie, alors c'est peut-être pas comique dans ce sens-là, mais une comédie du pouvoir, etc. Non, mais là, on est dans une période... fascinant ou pas ? Il y a une période qui est manifeste et qui n'est pas unique et singulière à la France, et qui est vraie en politique, mais qui est vraie en économie. On est dans une période de mutation totale. Qu'on appelle la crise. Qui est une crise. Mais oui, parce que le renouveau sort d'une crise, où les partis politiques, on l'a dit, et on l'a vu avec les États-Unis, sont... en bout de course. En bout de course. On a essayé d'imaginer cette histoire de primaire. Est-ce que cette primaire a un intérêt, et est-ce que c'est par elle que passe le renouveau politique ? Les hommes et les femmes politiques, il y a une défiance, ceux qui en font profession,
une défiance vis-à-vis d'eux qui est énorme, ce qui fait que vous pouvez voir émerger. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai. En France, on parle de Macron. Est-ce que c'est du solide? On n'en sait rien. Macron, mais ministre de l'économie, on cherche un renouvellement. Mais c'est vrai on cherche de nouveaux visages. Pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est plutôt effrayant quand même, parce que moi je suis frappé, parce que peut-être par ma formation d'historien, de voir à quel point personne ne développe un véritable projet de société. C'est qu'on n'est que dans des calculs politiques de premier tour, de second tour, et personne n'arrive pour dire ce que a dit Sadiq Khan, par exemple, quand il a gagné. Parler d'espoir, parler d'unité, ce genre de choses-là, on les entend plus aujourd'hui. Et je trouve que la réponse comique des écrivains, c'est aussi une réaction à cette peur, à cette inquiétude. C'est très salutaire, finalement, de rire face à un drame, quoi. C'est une façon de réagir, de mettre à distance et de peut-être trouver une solution, parce que je crois pas que c'est très risible, mais le fait d'en rire, ça dit aussi des choses de tragiques, en fait. Pour terminer rapidement, là aussi, un peu comme pour les États-Unis, quel scénario pour que François Hollande soit réélu? Vraiment d'un mot. Pierre? Baisse significative du chômage. Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis, un jeu d'une droite qui se suicide, une droite des Républicains qui se suicide, et François Hollande face à un candidat du Front National au second tour. Yves? Baisse significative du chômage, mais aussi un discours beaucoup plus tranchant. Et je pense que là, il commence justement à le donner, ce discours. Je devrais ajouter une question d'autorité. Baisse du chômage et Nicolas Sarkozy comme candidat en face. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est aussi ça. J'allais dire ça. Arnaud, je vous laisse conclure. Là, oui, c'est une très bonne chance pour François Hollande. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. Donc, c'est pas de là qu'il va tirer son espoir. Bon, en tout cas, on connaîtra le nom du prochain président de la Ve République. Le premier tour de la présidentielle a été fixé au dimanche 23 avril 2017. Le second tour au dimanche 7 mai 2017. C'est donc pile dans un an. Je compte sur vous. J'ai l'impression que ça pourrait vous intéresser. Ouais. Je vous propose qu'on termine cette émission, comme toujours, avec la semaine de Dilemme, l'actualité d'un coup de crayon. Dilemme qui revient cette semaine sur les primaires républicaines aux États-Unis. Ted Cruz emporté par la vague Trump. Une vague symbolisée ici par une mèche blonde. Le riche homme d'affaires, on le sait, fait l'objet de moqueries sur sa coupe de cheveux, dont il s'amuse bien souvent. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, la relève à la mairie de Londres. Et ici, Dilemme s'amuse franchement. Salam alaikum, dit un garde à un autre, et vous remarquerez qu'entre le poil de terroriste islamiste et le poil d'ours, la seule différence, c'est comment on le porte. Dans l'actualité, cette semaine également, des responsables onusiens dénoncent des crimes de guerre à Alep. Utiliser la famine comme une arme dans un conflit est un crime de guerre, accuse-t-il. Une trêve initiée par Moscou et Washington a été prolongée jusqu'à mardi à la même heure. Yves, un commentaire là-dessus, parce que c'est une grosse actualité aussi de cette semaine. Bah oui, ça veut dire que Poutine a complètement, je dirais, mis la main sur le pays. En plus, avec une opération de communication, il faut en parler. On n'en a pas suffisamment parlé, je trouve. Ce concert qu'il a organisé à Palmyre, où il est apparu sur un écran géant. Bachar va être sauvé et, à mon avis, c'est durablement le cas par Vladimir Poutine. Et ça veut aussi dire, à mon avis, que les gens qui disent que la solution c'est Bachar devront se regarder un jour dans un miroir pour voir ce qu'ont fait Bachar et ses alliés à Alep. On continue avec Dilemme, un dessin assez tendre, je trouve. Cet homme me fait chavirer, s'extasie ce migrant face au pape. Chavirer le cœur, bien sûr, et non pas l'embarcation. Le pape François a reçu le prix Charlemagne au Vatican, un prix qui récompense son engagement en faveur de l'unification européenne. François a fustigé le repli des pays européens en pleine crise des migrants. François qui donne une leçon d'Europe à ses dirigeants, ça vous inspire quoi, Pierre Briançon ? C'est un pas bétonnant, je pense, depuis le début. C'est quelque chose il est jamais tout à fait là où on l'attend, même s'il confirme plutôt tout ce qu'on pensait de lui depuis le début. Je pense que c'est vrai que ça... Je crois que c'est le personnage le plus important de cette période historique, en fait, car il rappelle quelque chose qui est la charité, le pardon, la miséricorde, qui sont des notions un peu étrangères à la politique, évidemment. Un dernier dilemme pour la route avant de se quitter. Une feuille d'érable en proie aux flammes. L'incendie géant de Fort McMurray couvre désormais 200 000 hectares au Canada. Seul espoir pour dompter la bête, comme il est surnommé, l'arrivée de la pluie qui se fait attendre. Les flammes se rapprochent d'importantes exploitations pétrolières. Merci à vous quatre d'avoir été en plateau en ce dimanche, une émission passionnante comme toujours. À très bientôt. Merci à vous qui nous regardez. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. À dimanche prochain.